Au chapitre de l'actualité, un déjeuner en l'honneur des ambassadeurs des pays membres accrédités en Côte d'Ivoire a été offert par la Banque africaine de développement, l'occasion de partager avec le corps diplomatique les perspectives de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce mercredi la 15e édition de l'Africa Banking Forum. Plusieurs entreprises africaines et internationales évoluant dans le secteur bancaire sont au rendez-vous. Nous découvrirons le groupe Omoa. Des travaux menés entre l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère de la Construction et du Logement se tiennent à Abidjan, un moment de partage, de connaissances sur les initiatives des villes intelligentes. Et l'ensemble du personnel de la Cour de cassation a présenté ses vœux au président. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Nous sommes en début d'année, c'est aussi la période des bilans et perspectives dans les institutions et entreprises. À la Banque africaine de développement, ce n'est ni plus ni moins qu'à cet exercice qu'il est question dans le cadre de son traditionnel déjeuner annuel offert aux ambassadeurs des pays membres accrédités en Côte d'Ivoire. La BAD a égrené des acquis et des perspectives tout colorées en vert. À titre d'exemple, le capital de la banque a augmenté de 150%, passant de 93 à 208 milliards de dollars. Issa Badini et Marius Seri pour le compte rendu d'un déjeuner où il y a eu plus de chiffres que de couverts. Voilà un déjeuner où il y a plus de chiffres que de couverts. Dans cette salle archi-comble et composée essentiellement de diplomates, il est question, comme c'est le cas à la BAD à chaque année en pareille circonstance, de bilan face aux ambassadeurs des pays membres de la Banque africaine de développement accréditée en Côte d'Ivoire, à qui Noumia Dessina a peint un tableau de son institution en vert, ce qui lui vaut toute la satisfaction d'un manager qui a le vent en poupe. On est vraiment extrêmement très soutenu par les actionnaires de la banque. Comme il y avait dit, nous avons eu une augmentation de la capitale de la banque en 2019 où la capitale de la banque a été augmentée par 150%. Et ça a été remonté de 93 milliards de dollars jusqu'à 208 milliards de dollars. Et nous avons eu en plus le Fonds africain de développement qui est le fonds concessionnel de la Banque africaine de développement qu'on utilise pour les pays à bas revenus. Il y a 37 pays à bas revenus qui reçoivent leur financement à travers de ce fonds. Et nous avons eu une reconstitution de ce fonds. On le fait chaque fois, chaque trois ans. Et nous avons pu mobiliser à travers de nos actionnaires et donateurs le financement de 8,9 milliards de dollars, qui est d'ailleurs aussi les plus larges reconstitutions jamais dans l'histoire de ce fonds, qui a été créé en 1973. Donc, comme vous voyez des choses comme ça, ce sont les choses qui nous font la fierté de l'Afrique. Mais ce que je voudrais retenir simplement, c'est que ce n'est pas simplement le financement qui compte. C'est l'impact de toutes nos interventions qui compte. Si vous voyez par exemple dans les 7 dernières années de la Banque africaine de développement, depuis que j'ai été élu le président de la banque, nous avons pu, à travers toutes nos interventions, améliorer les vies de 400 millions de personnes. 208 milliards de dollars au lieu de 93, soit une augmentation de 150% du capital social. Mais à la BAD en 2023 surtout, ce sont au total, souligne son président, 159 opérations d'un coût global de 10 milliards de dollars. Un bilan que les ambassadeurs accrédités saluent. C'est un bilan très positif. Le Canada est fier d'avoir augmenté sa contribution. D'ailleurs, le Canada fait partie des principaux contributeurs hors Afrique à la BAD parce que nous voyons que ce soit en termes d'infrastructures, d'énergie renouvelable, d'éducation, le travail de la BAD est essentiel sur le continent. Il faut dire qu'on avait déjà eu des échanges avec le représentant de la BAD au niveau de la mission. En ce qui concerne les pays qui sont dans une situation de crise.
Voilà, je pense qu'il y a des programmes spécifiques aussi pour ces pays-là. C'est à ces niveaux-là que nous attendons beaucoup la BAD. J'ai eu beaucoup d'informations sur le plan de stratégie, sur le partenariat public et privé. Donc c'était très enrichissant de partager la stratégie de la banque avec nous. C'était l'occasion de passer en revue l'ensemble des réalisations de la banque qui sont exceptionnelles et formidables pour le continent dans son ensemble. Quant au Maroc, comme vous le savez probablement, c'est le premier client de la Banque africaine de développement sur le continent. Beaucoup de projets majeurs au Maroc ont été réalisés grâce au soutien et au financement de la Banque africaine de développement. Et nous avons bon espoir que les projets à venir seront également soutenus et encouragés par cette banque. À cette rencontre, le président Adesina a souligné la place premium qu'occupe la BAD dans l'investissement dans les infrastructures en Afrique, avec un chiffre qui a atteint la barre des 44 milliards de dollars en 2023. À titre d'exemple, le président de la BAD note que l'enveloppe pour la Côte d'Ivoire pour l'investissement dans les infrastructures est passée de 460 millions de dollars en 2015 à 3 milliards de dollars en 2023. L'année dernière, les conseils d'administration ont approuvé 159 opérations d'une valeur de 10 milliards de dollars pour les pays, ce qui représente le deuxième niveau de financement le plus élevé de l'histoire de la banque. Vous pouvez voir le résultat ici même à Abidjan, avec la construction du 4e pont qui a été financé par la Banque africaine de développement. En effet, notre soutien à notre pays hôte, la Côte d'Ivoire, a été multiplié par plus de 5 depuis 2015, date de mon élection à la présidence, passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce mercredi la 15e édition de Africa Banking Forum. Ce forum de 3 jours a pour mission principale d'accompagner, de proposer des solutions aux questions du développement et de la modernisation du secteur bancaire africain. Lors de l'ouverture, le ministre a demandé au secteur bancaire, de la microfinance et du mobile money des actions spécifiques pour permettre à l'objectif national d'inclusion financière à atteindre au moins 60% en 2024 contre 40% en 2017. Justement, à l'occasion de l'Africa Banking Forum, plusieurs entreprises africaines et internationales évoluant dans le secteur bancaire sont au rendez-vous de cette 15e édition de Africa Banking Forum à Abidjan. Parmi elles, le groupe Omoa qui propose des solutions digitales innovantes aux banques situées dans plus de 11 pays en Afrique de l'Ouest et centrale. Suivons le reportage de Pierre Tebeu. Omoa, c'est opérateur monétique Afrique. Nous sommes dans une société africaine, basée en Afrique pour les Africains d'abord. Donc Omoa, nous avons une expérience de plus de 20 ans actuellement en Afrique dans tous les moyens de paiement sécurisés en Afrique. Donc ça va de l'installation, la maintenance et les solutions de logiciels pour les GAP, les guichets automatiques bancaires NCR. Et nous avons aussi un centre OPS, opérateur monétique à Lomé, où nous produisons nos personnalisations des cartes bancaires, GIM, GIMAC, Mastercard et Visa. Et aussi nous avons une plateforme où nous faisons donc des transactions monétiques. Omoa aujourd'hui a la possibilité effectivement de proposer 2 offres de services qui sont complémentaires, à savoir une offre de service en fait en acquisition, c'est-à-dire que l'institution financière décide d'acheter nos produits en marque blanche, qu'on personnaliserait naturellement en termes d'usage pour le compte de la banque à destination de leur clientèle, et également une solution qu'on appelle en fait en mode émergé dans notre centre technologique donc, qui est basé donc, à Lomé. Ces 2 offres aujourd'hui sont celles qui sont sur la table. En l'occurrence, je penserai à la solution de wallet, donc, qui permet, de e-wallet, qui permet à la banque de pouvoir adresser à la fois ses propres clients, mais également s'adresser aussi à des non-clients. Parlons à présent coopération. Ce mercredi à Abidjan, un séminaire de partage de connaissances sur les initiatives des villes intelligentes en Asie et en Afrique s'est ouvert. Des travaux menés en
entre l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère de la Construction et du Logement, dont le premier responsable, Bruno Koné, qui a procédé au lancement des échanges. Walter Kofi et Tima Traoré. 3 jours d'échanges sur des thématiques clés que sont l'urbanisation, la digitalisation et l'approche Smart City. C'est la tâche que devra remplir ces acteurs du domaine de la construction en Côte d'Ivoire et les membres de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, réunis autour du séminaire de partage des connaissances sur les initiatives Villes intelligentes en Asie et en Afrique. Ils ont été entretenus par le ministre de la Construction, Bruno Koné, qui a souhaité que ces échanges contribuent à relever les défis d'urbanisation des villes africaines. Ce concept vise à intégrer la technologie dans la ville en vue d'envisager un futur urbain qui offre un cadre de vie plus agréable, des services mieux adaptés aux besoins de la population, ainsi que des infrastructures efficaces qui assurent le bon fonctionnement de la ville, qui lui permettent en particulier de jouer pleinement ses fonctions en termes de travail ou d'emploi, en termes de loisirs, en termes d'habitat et en termes de mobilité. Dans ce domaine, l'expertise du Japon est incontestable. En Asie et partout dans le monde, l'on peut en effet voir les initiatives japonaises être copiées ou reproduites. La grande expérience de ce pays en matière de planification et d'aménagement est avérée et mérite d'être montrée en exemple. La partie japonaise a témoigné de son engagement à contribuer à la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire à travers ce projet qui vise à étudier les infrastructures et les pratiques des Smart Cities ou villes intelligentes avec un accent particulier sur le système de transport intelligent pour la sécurité routière et la gestion du trafic. Soutient les pays en développement dans l'élaboration des plans directeurs de gestion urbaine comprenant divers aspects de la ville intelligente. En effet, en Afrique et en Asie, la JICA a mis en œuvre plus de 25 projets de ce type depuis l'an 2000. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique d'assistance du Japon envers la Côte d'Ivoire, axée sur le maintien d'une société sécurisée stable, ainsi que la promotion du développement économique durable. Elle est également en ligne avec le plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Et dans le registre collaboration culturelle, la Fondation BJKD et l'Afro-Musée du Québec ont lancé un projet conjoint d'art visuel dénommé Côte d'Ivoire-Québec, Regard croisé. Ce projet d'exposition vise à stimuler la collaboration internationale à travers l'expression culturelle et artistique. Un projet qui permettra aux 8 artistes ivoiriens et québécois de travailler ensemble afin d'exprimer à travers des arts visuels les notions d'identité, de citoyenneté et territoire. Koné Nanorgo et Marie Seri. Ce mercredi 28 février 2024 marque le début d'une collaboration culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Cette collaboration porte sur le projet d'exposition intitulé Côte d'Ivoire-Québec, Regard croisé. Une initiative de la Fondation BJKD de la Côte d'Ivoire et l'Afro-Musée du Québec. C'est le fruit du travail accompli depuis la création de la Fondation, avec tous ces prix qu'on a initiés. Je parlais tout à l'heure de la conférence de la galerie qui a été mise à disposition pour les artistes, pour leur exposition. C'est aussi la collaboration depuis l'année dernière avec le Bureau du Québec qui nous a accompagnés sur le prix de l'entrepreneuriat et qui a permis à des jeunes entrepreneurs d'aller aux Journées internationales au Québec. Donc avec le prix des arts qu'on a initié aussi l'année dernière qui a récompensé des jeunes lauréats. On s'est dit pourquoi ne pas les voir. Ils nous accompagnent dans l'entrepreneuriat, il y a les arts, c'est un secteur, un domaine où on n'a pas accès au financement et ils ont décidé de nous accompagner à hauteur de $10 000. Sur place, les artistes bénéficieront de la mise à disposition du matériel et du matériel. Donc ils auront à travailler, à produire pendant 5 jours. Ils seront ici de matin au soir. Cette exposition va réunir en tout et pour tout
8 artistes ivoiriens et québécois en raison de 4 artistes par pays. L'identité, la citoyenneté et le territoire sont les thèmes que ces artistes mettront en exergue dans leurs différentes productions. Le déplacement, la pratique de l'art, c'est d'aller vers l'autre, c'est inviter l'autre et donc véritablement on découvre. Dans mon cas, c'est que c'est un langage universel qui nous ouvre le cœur et qui nous ouvre aux autres et la question identitaire laisse la place à vraiment un échange plus humain, je dirais. L'exposition Côte d'Ivoire-Québec, Regard croisé, se déroule du 25 février au 15 mars 2024 à la Fondation BJKD à Abidjan. Nous sommes en février et les vœux de Nouvel An se reçoivent toujours. Le président de la Cour de cassation, Yua Kofi, a lui reçu les vœux de l'ensemble de son personnel. Une occasion pour lui de présenter les réformes entreprises à la tête de l'institution depuis octobre 2023 ainsi que les perspectives de 2024. D'abord les présidents des chambres, ensuite les directeurs, chefs de service, secrétaires et machinistes. C'est à tour de rôle que l'ensemble du personnel et les plus proches collaborateurs de la Cour de cassation ont présenté leurs vœux de Nouvel An au premier responsable de l'institution, Yua Kofi. Des vœux de bonheur et de santé qu'ils ont accompagnés de reconnaissance pour la prise en compte des besoins du personnel dès son accession à la tête de l'institution. Des actions parmi lesquelles le renforcement de l'accès aux soins de santé des travailleurs et de leurs familles et la révalorisation des primes. Le personnel entend vous témoigner sa reconnaissance infinie pour la prise en compte de certains de ses besoins et ce, de manière spontanée. Lors de la réunion de prise de contact le 16 novembre 2023. Ainsi, n'avons-nous même pas eu besoin de vous exprimer nos préoccupations. Vous les connaissiez. Et cela nous réjouit encore plus. Le personnel me charge de vous dire merci, Monsieur le Président. Nous voudrions également nous réjouir des bonnes intentions que nous lisons chaque jour dans vos faits et gestes en faveur de la Cour de cassation. Elles nous remplissent d'espérance et le début d'exécution nous comble de joie. Cette exclamation que j'ai eue spontanément lors de votre adresse juste après la passation des charges résume parfaitement ce sentiment. À son tour, le président de la Cour de cassation a exprimé sa joie de se voir entouré d'un personnel de qualité. Il a profité de l'occasion pour égrener des actions qui se veulent multiples, malgré une récente présence à la tête de l'organisation. On a pu noter l'amélioration de la mobilité du personnel, l'instauration d'une assurance maladie pour tous, ainsi que des primes d'encouragement. Chers collègues magistrats, chers collaborateurs, l'année nouvelle est aussi un prétexte pour visiter ou revisiter les actes que nous avons posés et des actions que nous avons menées individuellement et collectivement l'année dernière, mais aussi d'apprécier leur impact et nous projeter avec le souci de faire davantage mieux. À cet égard, je voudrais noter quelques actions qui ont été posées dès mon arrivée à la tête de l'institution. Il s'agit premièrement de l'amélioration du parc auto pour permettre au président de chambre, aux membres du cabinet et à Madame le greffier en chef et au service administratif de disposer de véhicules de fonction, même si ils ne sont pas toujours présents, mais ils les auront très sous peu pour les uns et pour faciliter leur déplacement et accomplir adéquatement leur mission. Notons que Yua Kofi Joachim, magistrat hors hiérarchie, est depuis le 20 octobre 2023 à la tête de la Cour de cassation, qui est la plus haute instance juridique de l'ordre judiciaire de l'État de Côte d'Ivoire.
Le reportage était signé Walter Kofi et Tima Traoré. Intéressons-nous à présent à l'agriculture. Les responsables des producteurs de la filière café-cacao réunis au sein du syndicat national pour le progrès en Côte d'Ivoire ont tenu une conférence de presse relative à un préavis de grève s'ils ne trouvaient pas une oreille attentive des autorités à leurs préoccupations. Au cours des échanges avec la presse nationale et internationale, les producteurs ont fait savoir qu'ils ont entrepris plusieurs démarches administratives restées jusqu'à présent sans réponse. Ces démarches avaient pour objectif de trouver des solutions aux problèmes majeurs qui minent la filière café-cacao. Les responsables des organisations des producteurs de la filière café-cacao réunis au sein du syndicat national pour le progrès en Côte d'Ivoire ne sont pas contents de leur traitement. Ils l'ont fait savoir à travers leur président, qui exige un bilan du système et le réexamen des textes qui fondent le régulateur. Le SYNAP-CI demande la mise en place d'un cadre de discussion entre les producteurs, le gouvernement et le régulateur afin de dégager des perspectives nouvelles pour un mieux-être du planteur. Nous venons de sortir une conférence avec nos délégués parce que l'heure est grave. Nous avons constaté la montée du prix du cacao et nous constatons que le prix annoncé aux producteurs est insignifiant. Alors nous avons adressé des courriers au ministre de l'Agriculture, nous allons adresser le courrier au Premier ministre. Alors nous attendons. Depuis on a déposé ces courriers jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. C'est pour ça qu'on a fait appel à ceux que nous mandatent pour venir les informer, pour dire que si rien n'est fait, parce que dans le courrier, on a demandé une relecture de texte pour faire le bilan de la stabilisation. Parce que nous, on estime qu'un système, à un moment donné, il faut faire un bilan. Au cours des échanges, les producteurs ont soulevé 3 préoccupations majeures. Malgré la flambée du coût du cacao sur le marché international, ils constatent avec amertume que contrairement aux autres pays, les producteurs ivoiriens ne bénéficient pas de cette hausse de prix. Au niveau de l'environnement commercial, les coopératives sont toutes à genoux au profit du régulateur, même celles qui sont cooptées pour la certification ne bénéficient pas d'une prime concurrentielle. Ils constatent avec regret que toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur sont mises à l'écart au profit du Conseil café-cacao qui prend les décisions unilatérales. Le président du SYNAP-CI, Kone Moussa, l'a illustré à travers l'interdiction de la distribution des semences dites CNRA, cacao Mercedes, aux producteurs depuis 2 ans. La Fédération internationale des ouvriers du transport, dont la vision est de renforcer le pouvoir des travailleurs du transport, a procédé ce mercredi à son siège au lancement de son événement majeur. Il s'agit de la conférence régionale africaine prévue du 5 au 7 mars 2024 au Radisson Blu, qui donc va réunir 250 participants de 40 pays pour discuter des défis et des opportunités dans le secteur. Les détails dans cet élément de Diane Cablancan et Ézéchiel Siri. Chaque jour, les travailleurs et travailleuses des transports jouent un rôle vital en maintenant le monde en mouvement, rayonnant des millions de personnes à travers nos villes et nos pays. La Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, en tant qu'affiliation majeure des transporteurs, ne cesse de démontrer son engagement continu envers les travailleurs des transports. Elle a lancé à son siège régional un événement qui aura lieu au Radisson Blu du 5 au 7 mars prochain. Attendus sont plus de 250 participants provenant de 40 pays. Il s'agit de la conférence régionale africaine. Les activités, d'abord le 5 matin, on aura la conférence régionale des jeunes. Donc tous les jeunes africains qui ont des syndicats affiliés à l'ITF seront présents en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons faire le bilan de toutes les activités des 4 dernières années en Afrique qui ont été effectuées par l'ITF. Mais ce que je voudrais dire honnêtement, pourquoi aujourd'hui ce point de presse
il faut dire que le comité de coordination de l'ITF en Côte d'Ivoire que je préside est l'une des meilleures coordinations en Afrique. Donc voici, c'est l'un des éléments, et ça, cela a été possible grâce à la participation effective de nos différentes entreprises d'où nous venons, mais aussi de l'accord que l'État nous apporte. Avec des membres dans toutes les régions du globe, l'ITF joue un rôle crucial dans la promotion des droits humains et des droits des travailleurs, ainsi que de la mobilisation de la solidarité syndicale à travers le monde. En tant qu'observateur dans plusieurs institutions internationales et entretenant des relations de coopération avec des associations internationales d'employeurs, l'ITF œuvre pour influencer les politiques nationales, régionales et mondiales en faveur des travailleurs des transports. L'ITF a célébré en juillet dernier ses 127 ans d'existence. Le siège de l'ITF se trouve à Londres et des bureaux sous-régionaux et un bureau de représentation à l'OACI à Montréal qui sont au nombre des principales missions. C'est d'abord de mobiliser la solidarité syndicale entre les travailleuses et travailleurs des transports. Fondée en juillet 1896, la Fédération internationale des ouvriers du transport célèbre 127 ans d'existence en tant qu'organisation indépendante, démocratique et dirigée par ses affiliés. Elle représente près de 18,5 millions de travailleurs dans plus de 154 pays et s'engage à améliorer les conditions de travailleurs. Cap à présent sur la région du Gontogo, dans le nord du pays, pour parler santé. Là-bas, Anissé Kouadio, notre correspondant, nous apprend qu'à l'initiative de la Direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est tenue la réunion bilan de l'exercice sanitaire écoulé. Il était question de présenter leur matrice d'action réalisée l'année dernière et de dégager les perspectives pour relever les challenges pour cette nouvelle année. Tous les responsables des structures sanitaires de la région, les professionnels de la santé, les partenaires techniques et financiers, les élus et les autorités préfectorales, sur invitation du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, réunis pour la réunion bilan des activités sanitaires 2023 et l'élaboration du plan d'action opérationnel budgétisé de la région du Gontogo. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a mis à notre disposition des moyens. Il était important pour nous de faire cette réunion bilan, présenter les résultats qu'on a pu obtenir. Cette rencontre a servi de cadre pour les 5 directions départementales de la santé de faire le point des activités de l'année écoulée, mais aussi pour certaines directions telles que celles de Tonda et de Kounfao de partager leur expérience des acquis obtenus en termes de programmes élargis de vaccination et de couverture maladie universelle. Le programme élargi de vaccination, notre méthode de travail, c'est le microplan, à travers notre direction régionale, basée sur les directives qui sont édictées par le niveau national. Une sensibilisation de proximité lors des réunions avec les chefs coutumiers et ensuite impliquer le personnel de santé dans la sensibilisation de proximité lors des soins pour leur expliquer le bien fondé de la couverture maladie universelle. Le premier responsable régional de la santé attend énormément de ses collaborateurs pour le bien des populations de la région du Gontogo. Nous devons collaborer étroitement en mettant en commun nos connaissances et notre détermination pour surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de la santé de nos concitoyens. Tous les responsables des entités sanitaires de la région, avec à leur tête le directeur régional, veulent améliorer l'accessibilité des structures sanitaires, la qualité des prestations, créer les conditions des services sanitaires performants pour le bien des populations à travers l'acquisition de matériel de pointe. Et ont tous salué leur engagement qui a permis de réduire significativement le nombre de décès maternels qui est passé de 47 en 2022 à 30 en 2023. En images, en 2023-2024, le marché mondial du cacao pourrait enregistrer un déficit de l'ordre de 500 000 tonnes contre 99 000 tonnes en un an plus tôt, selon le vice-président du cacao pour l'Amérique du Nord du chocolatier suisse Barry Colbo. Alors que les cours du cacao volent de record en record depuis le début d'année, franchissant déjà la barre des $6 000 à New York, le dirigeant estime que la rémunération aux producteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana reste insuffisante pour permettre un investissement supplémentaire dans les vergers et doper la production.
La Fondation Éducation et Bovol, en collaboration avec l'Agence française de développement et Silatec, a annoncé la signature d'un accord cadre tripartite impliquant un engagement financier de 70 millions de dollars en faveur de l'accès à l'éducation en Afrique et en Asie. Le financement sera utilisé pour relever les défis auxquels sont confrontés plus de 280 000 enfants et jeunes non scolarisés. Le partenariat sera étendu sur une durée de 5 ans avec des initiatives menées dans une vingtaine de pays en développement sur les 2 continents. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.